Salut les amis chimistes, les étudiants, les collègues. Bon, et bah écoutez, a priori ça vous plaît cette correction du sujet d'agrég, donc nous voici pour la partie 3 que je vais enregistrer. Alors je vais pas faire en entier, je vais aller jusqu'au niveau des questions. Je vais m'arrêter au moment des questions pédagogiques pour que ce soit pas trop long, et puis parce que je vous cache pas que j'ai lu comme ça, mais je les ai pas encore trop regardés. Je comptais pas les corriger. Je sais qu'une bonne partie d'entre vous m'ont dit ah ce serait cool que tu fasses les questions péda. Et du coup maintenant j'hésite. Donc voilà, dites-moi en commentaire est-ce que voilà, s'il y en a beaucoup qui veulent que je m'y colle, je vais voir. Je dois être honnête avec vous. Après, moi, du temps où j'ai passé la grecque, il n'y avait pas ces questions pédagogiques dans l'écrit. Il faut que je vois un peu comment ça s'articule, dans quel esprit. Je me sens un peu moins légitime quand même que pour le reste du sujet où on va dire bah, c'est mon travail, c'est ce que je fais quotidiennement. Donc pour moi, c'est pas, ça prend du temps, mais c'est pas hyper compliqué à faire. Les questions pédagogiques, il faut que je mette un peu le nez dedans, que je me fasse un avis. Donc dites-moi déjà, est-ce que ça vous intéresse? Et voilà, donc pour l'instant, je m'arrêterai à la question, bon, je ne sais plus combien, mais voilà, avant les questions pédas. Voilà, ravi que ça vous plaise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de laisser un petit commentaire, tout ça, si vous voulez que j'en fasse d'autres pour la Greg. Vous pouvez notamment aussi éventuellement la partager avec vos copains qui passent la Greg, qui sont dans la même prépa par exemple. Voilà, l'administratif étant terminé, et bah on y va, on corrige les questions, c'est parti. Alors, dans la question 29, déjà, on vous demande de comparer en justifiant la valeur du pK du couple phénol-phénolate à celle du butanol-butanolate. Donc déjà, je vais commencer par représenter les entités des couples. Voilà, donc j'ai mis les entités des deux couples sur un diagramme de prédominance, comme ça on voit les valeurs des pKa. Pour comparer l'acidité, je vous rappelle qu'un acide est d'autant plus fort que sa base conjuguée est stabilisée par rapport à cet acide. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? On va raisonner sur les structures des bases conjuguées, à savoir les phénolates et le butanolate. Et on va regarder en particulier la stabilisation de la charge négative, parce que quand je passe d'un acide à la base conjuguée, la différence, c'est la charge négative. Donc en fait, j'étudie la stabilisation de la charge négative. Donc pour ça, on en revient encore une fois aux effets électroniques. Donc si je commence par regarder le butanolate, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a une chaîne ici alkyle donc, qui se comporte comme un groupe électrodonneur. C'est un peu comme un inductif donneur finalement. Même si on sait qu'une chaîne alkyle, ce n'est pas vraiment un effet inductif, c'est un effet appelé d'hyperconjugaison. En tout cas, le fait que ça soit un groupement électrodonneur, ça rajoute des électrons sur la charge négative, donc ça déstabilise puisque les charges négatives se repoussent. Donc voilà pour l'alcoolate. C'est d'ailleurs ce qui explique, je peux le mettre en remarque, si vous comparez avec le couple H2O, HO- qui a un pK de 14, eh bien vous voyez que pour alcool-alcoolate, ce serait ROH, RO-, et donc le groupement R électrodonneur déstabilise la charge négative, ce qui rend la base moins stable, donc le pKa plus haut. C'est pour ça que j'ai 16,1 ici contre 14 pour le couple H2O, H2-. Et puis maintenant, on va analyser le phénolate. Donc sur le phénolate, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir que le groupement phényl a un effet mésomère attracteur et qu'on peut écrire 4 formules mésomères que voici. Donc évidemment, les formes mésomères, il faut les écrire. On ne va pas sinon forcément vous croire sur parole. Mais donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? On peut dire que ce groupement-là, il est mésomère attracteur. Si on veut parler d'effet inductif, en fait, il serait inductif attracteur très faible. Mais honnêtement, on s'en fiche. Il y a des effets mésomères. Donc ça va stabiliser la charge négative. Donc le phénol est un acide plus fort. Acide plus fort que l'alcool. Bon, c'est une question très classique. Pour ceux qui ont fait mon programme, je pense que c'était très facile parce qu'on l'a vu pas mal de fois. Et donc, on en déduit forcément que le pKa d'un couple phénol-phénolate doit être inférieur au pKa d'un couple alcool-alcoolate. Et donc maintenant, on peut passer à la question 30. Ah, celle-ci était pas si évidente, mais bon, si on est rigoureux, on s'en sort. Donc là, on doit justifier la valeur du premier pKa, à 6,8, de la lysarine en s'appuyant sur la structure. Donc autrement dit, ici, on cherche qui? Comme c'est le premier pKa, on cherche le H
le plus acide. Donc ce que je vous propose pour ça, on voit que dans l'alizarine, il y a 2 groupements phénol. On va y représenter les 2 bases conjuguées envisageables et on va comparer la stabilisation de la charge négative. Alors voici les bases conjuguées. Bon alors voilà, celle de gauche, je vais l'appeler 1 et celle de droite, je vais l'appeler 2. Bon, la première chose à regarder, ça va être évidemment les effets mésomères. Donc là, alors je ne sais pas si vous entendez, parce qu'il y a mon chien qui joue juste à côté avec sa balle. Vous me direz en commentaire si vous l'entendez, mais je pense que je suis assez près du micro pour que ça soit pas trop gênant, je l'espère. Comme ça, je n'aurai pas à lui confisquer sa balle. Bref, je reviens au phénolate. L'achargement ici, évidemment, il y a les 4 formes mésomères qu'on a vues tout à l'heure. Ça peut aller ici, en ortho, para et ortho ici. Mais à partir de là, je pourrais la délocaliser pour avoir une forme mésomère avec le carbonyle ici, alors que je ne pourrais pas aller délocaliser pour avoir une forme mésomère avec ce carbonyle. Par contre, si je prends la charge moins dans la base conjuguée numéro 2, là, je pourrais écrire une forme mésomère avec ce groupe carbonyle. Donc en fait, je ne vais pas toutes les écrire, mais au niveau des effets mésomères, on est à égalité. Il y a 5 formes mésomères pour chacune. Donc ici, les effets mésomères ne permettent pas de trancher. Donc après, on va pouvoir parler des effets inductifs. Alors c'est rare que quand il y a des effets mésomères, on tranche par les effets inductifs, mais comme ici, les effets mésomères, on est à égalité, on va regarder. C'est-à-dire que dans les 2 cas, de façon, si la charge moins est là, j'ai l'effet inductif du groupement OH et réciproquement. Donc ce qu'on va regarder, c'est la proximité avec les groupes carbonyles. Et donc, j'ai envie de dire, finalement, c'est en regardant ce carbonyle-là le plus proche, qui va avoir un effet inductif attracteur, qu'on va pouvoir trancher la question, puisqu'on sait que l'effet inductif s'atténue avec la distance. Et donc, comme l'effet inductif s'atténue avec la distance, il y aura une plus forte stabilisation de l'effet moins I dans la base conjuguée numéro 1 que dans la base conjuguée numéro 2. Ça, on va l'écrire. Voilà. Enfin, on aurait pu regarder aussi les interactions intramoléculaires, en se disant par exemple que la charge moins peut faire des liaisons hydrogènes, par exemple avec le OH à côté, mais ça, ce sera valable dans les 2. On peut également se dire que le H restant ici pourrait interagir par liaison hydrogène avec cet oxygène ou avec celui-là. Bref, voilà, on pourrait rentrer dans des considérations, mais qui au final ne permettront pas vraiment de trancher ici, puisque dans les 2 cas, on peut avoir cette liaison hydrogène intramoléculaire, donc ça ne devrait pas faire vraiment de différence. Du coup, je considère que ce sont les effets inductifs qui permettent de trancher ici. Et donc, si 1 est plus stabilisant, ça veut dire que finalement, le OH, je vais donner des numéros, le OH en position 1 serait plus acide que le OH en position 2. Voilà, et bien maintenant je vous propose qu'on passe à la question 31. Bon, la question 31, évidemment il y a un peu de lecture, mais je considère que vous l'avez fait déjà. Donc on a le spectre d'une solution d'alizarine, on nous explique qu'il y a 2 formes tautomères, et que les 2 formes en fait peuvent absorber, donc c'est ce qu'on voit ici, qu'en fonction de la température, finalement l'équilibre est déplacé. Il y a une forme ici qui absorbe de moins en moins, une forme ici qui absorbe de plus en plus. Et donc, la question 31, on nous demande de donner l'expression littérale de l'absorbance d'une solution contenant les 2 composés N et T en fonction des paramètres pertinents. Donc moi, ce que je vais considérer ici, c'est que la concentration totale, je vais l'appeler C0. Et donc, je vais appeler X l'avancement, qui permet de dire quelle est la quantité de matière, ou plutôt en concentration, donc l'avancement volumique, pour savoir ce qui est converti. Et puis l'absorbance, on va simplement utiliser l'additivité. Donc pour la mise en équation, on y va, question 31. Donc ce que je vais faire un petit tableau d'avancement où du coup j'ai la forme N qui peut donner la forme T. Je vais partir ici avec une concentration C0 de N et 0 pour T. Et du coup, ça veut dire que, ici je vais mettre T égale 0, ou quoique on ne nous parle pas vraiment de cinétique, donc en fait, je ne vais pas mettre T égale 0, je vais mettre simplement état initial, état final. Préciser que je fais mon bilan en mol par litre. Donc ici, j'aurai C0 moins X. Ici, j'aurai X, où X est l'avancement volumique. Ensuite, l'absorbance, elle est additive. Donc si elle est additive, finalement, je vais dire que l'absorbance globale a une longueur d'onde lambda. Ça va être l'absorbance pour la forme N à la longueur d'onde lambda, plus l'absorbance de la forme T à la longueur d'onde lambda. Et puis ensuite, en considérant qu'à chaque fois ça suit la loi de Beer-Lambert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple,
cette absorbance n ici, bah, ça va être petit l, le trajet optique, fois epsilon n à la longueur de lambda, fois concentration de n, qui ici, bah, concentration de n, c'est C0 moins x. Et puis de l'autre côté, je vais avoir L epsilon t à la longueur de lambda fois concentration de t, et concentration de t, c'est juste x, finalement. Et donc, bah, ensuite, j'ai plus qu'à réécrire cette absorbance en fonction de lambda, qui vaut petit l, facteur de... donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir un terme constant epsilon n à la longueur d'onde lambda, C0, plus un terme en facteur de x, que je vais noter donc epsilon t lambda moins epsilon n lambda, facteur de x. Et donc voilà ce que j'ai comme expression de l'absorbance. Et donc on va pouvoir passer à la question 32. On nous dit de commenter en lien avec l'équilibre étudié l'évolution des deux bandes principales de ces spectres. Bon, j'avoue que perso, j'aurais mis la question 31 plutôt avant la question 32, mais bon, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que bah, la concentration de n diminue au cours de l'expérience. Et donc, si on se rapproche à ce qu'on voit sur le spectre, on voit que c'est l'absorbance l'absorbance à 429 nanomètres qui diminue. Donc on va considérer que le lambda max de n est de 429 nanomètres. Et puis la concentration de T, on voit qu'elle augmente. Donc on cherche l'absorbance qui augmente, qui est donc l'absorbance à 560 nanomètres. Donc pour moi, je vais avoir l'absorbance de max de T qui serait l'absorbance à 560 nanomètres. Et donc maintenant, chers amis, je vous propose de passer à la question numéro 33. Bon, alors la question 33, on nous demande d'expliquer l'intérêt tracé de la figure 8b et puis ensuite de déterminer delta RH standard et de commenter la valeur. Cette question, elle m'a un peu dérangé parce que moi, si on me dit d'expliquer l'intérêt, bah, pour moi, c'est de déterminer l'enthalpie standard de réaction. Donc, qu'est-ce que le jury attend? Peut-être de dire qu'effectivement, si ce tracé est linéaire, alors c'est qu'il y a équilibre chimique à chaque fois. Je ne suis pas très sûr, parce que pour moi, il faut faire la mise en équation pour en être convaincu. Donc, je trouve qu'elle n'est pas évidente pour les candidats, cette question. Bon, voilà. En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire que, bah, justement, on va vérifier que la condition d'équilibre est vérifiée si c'est linéaire et qu'on va extraire du coup le delta RH standard. Mais bref, la question formulée comme ça, voilà, elle me plaisait pas trop. Après, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Faites-le moi savoir en commentaire si jamais, hein, je suis loin d'être infaillible. On peut faire la mise en équation complète, mais je vais simplifier un peu. On va faire l'hypothèse qui me semble raisonnable, mais là aussi, je trouve que l'énoncé aurait dû peut-être inviter le candidat, parce que je pense que c'est pas forcément évident pour certains candidats qui manquent d'expérience de le voir, ou alors, encore une fois, j'ai manqué un truc dans l'énoncé. Mais moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'on va faire l'hypothèse qu'en fait, à la longueur d'onde lambda max n, il n'y a que n qui absorbe, et qu'à la longueur d'onde de lambda max t, il n'y a que t qui absorbe. Voilà, ce qui fait que ça va nous simplifier un petit peu les équations. Alors attendez, je reprends les notations, parce que oui, AA et AB, c'était en fonction des... Ouais, c'est ça. En fonction des longueurs d'onde. Donc, en fait, ce que je peux écrire, c'est que AA, normalement, bah, ça va être L epsilon n. Donc, je vais le noter A pour la longueur d'onde correspondante, C0, plus epsilon t A moins epsilon n A, X. Et puis, je peux faire la même chose pour B, auquel cas, j'aurai epsilon n à la longueur d'onde B. Donc A et B, ça représente des longueurs d'onde. Hein. Et puis après, on va voir que pour chaque longueur d'onde, on va considérer qu'une seule espèce absorbe et ça va simplifier les équations. Donc l'hypothèse pour nous, que je vais écrire en jaune, ça va être, je vais écrire ici, que seul le composé n absorbe à la longueur d'onde A, ce qui veut dire que le epsilon t de A vaut 0, et que seul le composé T absorbe à la longueur d'onde B, ce qui fait que le epsilon n B est égal à 0. Et donc le TA, ça veut dire que lui, il saute, et c'est le NB qui, lui, saute ici.
Ce qui fait qu'on peut réécrire les absorbances. On va avoir l'absorbance en A qui vaut poum 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 poum. En fait, j'ai epsilon A, oui, voilà, En fait, je reviens à quelque chose de simple. Hein. Ici, j'ai C0 moins X, et puis l'absorbance en B qui fait L epsilon T B fois X. Et donc, vous voyez, quand je fais le rapport en fait, des absorbances, absorbance à la longueur d'onde A sur absorbance à la longueur d'onde B, eh bien, je me retrouve avec C0 moins X sur X fois le rapport des coefficients d'absorption molaire, comme ceci. Et donc, le rapport que je reconnais ici, en fait, ça, c'est N sur T à l'équilibre, finalement. Donc, c'est K standard de T. Et là, on a un petit peu ce qu'on voulait, parce que ça veut dire que je me retrouve avec l'absorbance de A sur l'absorbance de B, qui est égale à epsilon NA sur epsilon TB, fois, c'est K standard ou 1 sur... que je fasse pas de bêtises, c'est 1 sur K standard, pardon, j'ai failli écrire une ânerie. Je reviens en arrière. Alors là, je pense que vous entendez mon chien qui joue à la balle à côté, si vous tendez l'oreille. Mais bon, je vais pas le punir, pas lui retirer. J'espère que ça vous dérange pas trop, voire que vous l'entendez pas. Bref, on arrive à ceci. Et donc là, normalement, on va comprendre pourquoi il faut linéariser, parce que la constante, ici, son expression, c'est exponentielle de moins delta RG standard sur RT. Et puis, voilà, on va pouvoir passer au... Alors, il passe au ln. Voilà, donc on va passer au logarithme népérien de toute l'équation. Ce qui fait que j'ai ln de AA sur AB, qui est égal à ln du rapport des coefficients d'absorption molaire, plus le ln de... en fait, ça fait delta RG standard de T sur RT, puisque ln et le logarithme népérien et l'exponentielle sont des fonctions réciproques. Et donc, ce qui fait que on va pouvoir ensuite écrire que delta RG standard de T, normalement, c'est delta RH standard de T, moins T delta RS standard de T, en toute rigueur. Mais nous, comme on travaille dans l'approximation d'Ellingham, on va considérer que delta RH standard et delta RS standard sont indépendants de la température. Et normalement, on devrait pouvoir identifier avec la loi. Donc, je vais regrouper un terme qui est facteur de 1 sur T et puis un autre terme constant. Donc, la loi finale, normalement, ça doit être celle-ci. ln de AA sur AB qui va être égal à delta RH standard sur R fois 1 sur T plus, ici je vais avoir ln de epsilon NA sur epsilon TB moins delta RS standard sur R. Bon, maintenant qu'on a ça, on est super content. Et donc, comme je l'ai dit, dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, on s'attend à ce que le ln de AA sur AB en fonction de 1 sur T soit linéaire. Et donc, en accord avec la figure 8b, on va pouvoir identifier. Donc, par identification, pour sortir delta RH standard, ici, on le voit dans l'expression, ça s'identifie à la pente. Donc, la pente que je vais appeler A, ça va être delta RH standard sur R. Et on voit dans l'énoncé, que ça c'est 355 Kelvin. Et donc on calcule delta RH standard, du coup c'est 355 fois R. On n'a plus qu'à faire application numérique et finalement c'est assez petit ce qu'on obtient en kilojoules par mol. On a delta RH standard qui vaut 2,95 kilojoules par mol.
Alors on peut commenter cette valeur, alors évidemment on peut dire ah c'est positif, c'est endothermique, mais en vrai de vrai, c'est 3 kJ par mol, c'est très faiblement endothermique, c'est quasi athermique. Faiblement endothermique. Que dire d'autre? Que cas standard dépend assez peu finalement de la température, et pour moi c'est en accord avec la figure 8A. Si vous regardez les absorbances, elles ne bougent pas trop, hein. Donc cas standard augmente avec T. Donc ça c'est la conséquence de Van 't Hoff, hein, je ne rappelle pas, normalement vous maîtrisez je pense si vous êtes ici, mais faiblement. Et moi je dirais que ça c'est bien en accord avec la figure 8A, parce qu'on voit bien sur la figure 8A que les absorbances varient peu. Voilà, allez, passons à la question 34. Voilà, donc ensuite, on ajoute de l'aluminium, on étudie la structure d'un complexe entre l'alizarine et l'aluminium. Donc vous voyez, il y a les deux oxygènes là, de l'alizarine qui vont se lier à l'aluminium. On voit l'évolution du spectre UV visible lors de l'ajout d'ion Al3+. Ça diminue ici, ça c'est l'alizarine en fait dont la concentration va diminuer, alors que celle en complexe augmente proportionnellement à son absorbance. Donc là, la question est plutôt facile. Donc on va dire que la longueur d'onde lambda A, c'est celle de tout à l'heure, donc 429 nanomètres. On voit que l'ajout d'Al3+ fait diminuer l'absorbance, donc c'est le réactif, du coup c'est l'alizarine, forme N. Et puis ensuite on peut appeler, on va dire lambda C, lambda B on a déjà utilisé, qui est environ à 480 nanomètres. Et donc ça correspond au complexe C, puisque plus on ajoute d'aluminium, plus le complexe va se former. Allez, on passe à la question 35. Alors, question 35, du coup, on vous dit de justifier que les deux protons initialement présents dans la forme N de l'alizarine ne sont plus présents dans le complexe C, malgré les valeurs des pKa. Eh bien, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, un oxygène chargé négativement va être plus complexant qu'un groupement OH, parce que tout simplement l'oxygène est plus riche en électrons. Donc déjà, RO-, plus complexant que ROH. Donc la complexation s'effectue avec RO-. Maintenant, on peut dire oui, mais il est sous forme de groupement hydroxyle. Alors regardez, on va voir ça il faut raisonner avec des déplacements d'équilibre. On va considérer que l'équilibre 1, c'est l'alizarine que je note AH2, qui donnerait la base conjuguée plus un proton. Et puis l'équilibre 2, c'est la première base conjuguée qui donne la deuxième base conjuguée, donc la plus complexante, plus un deuxième proton. Donc les constantes d'équilibre, ici, elles valent Ka1, ici, elles vaut Ka2. Et puis enfin, l'équilibre 3, ça serait la complexation, A2- avec Al3+, qui va donner le complexe C. Et donc là, on aura une constante de complexation bêta. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fait, si j'ai une très grande constante d'équilibre bêta, ce qui est certainement le cas ici, alors cet équilibre consomme ce A2-, ce qui va donc diminuer la concentration de A2- dans l'équilibre 2, ce qui déplace l'équilibre 2 dans son sens direct, malgré la faible valeur de Ka2. Et comme AH- est consommé, ça déplace l'équilibre 1 dans son sens direct. Donc autrement dit, ici, si on a une réaction très favorable qui consomme A2-, et en fait déplace les équilibres acido-basiques dans leur sens direct. Acido-basiques dans leur sens direct. Et d'ailleurs, c'est pas demandé, mais on pourrait même, moi je crois que je l'aurais peut-être demandé à mes étudiants, d'écrire une équation de réaction globale de formation du complexe entre l'alizarine, une forme neutre, et Al3+. Et dans ce cas, l'équation, ça sera, on peut dire que c'est l'équation 4, qui serait simplement la somme 1 plus 2 plus 3. Et donc, ça nous donnerait AH2 plus l'aluminium 3+, qui va donner le complexe C plus 2H+. Et donc, la constante pour 4, en fait, ça serait le produit des constantes, donc K1, K2, bêta. Et donc, vous voyez, pourvu que bêta soit suffisamment grand, ça pourrait compenser
les valeurs assez faibles de Ka1, Ka2. Après, ça, c'est aussi dépendant du pH. On pourrait définir une constante apparente. Bref, je ne vais pas trop m'égarer. Là, on a largement répondu à la question, mais ce qui est attendu, c'est ça. C'est de dire que l'équilibre de complexation consomme la forme phénolate, ce qui va déplacer les équilibres acido-basiques dans leur sens direct. Allez, on passe à la question 36. Bon, bah la blague, question 36, établir une équation ajustée de la transformation intervenant lors de la complexation. Bah voilà, hein, c'est ce que je viens de faire. En fait, j'avais dit, je l'aurais posé. Ben, c'est ce qu'ils ont demandé. Donc, l'équation est ici. C'est celle-là, entre la lysarine et Al3+. Donc, on peut passer à la question 37. Donc, déduire des questions précédentes, les évolutions en termes de pH et de couleur qui sont observées lors de la transformation. Bon, là, c'est plutôt facile. Déjà, dans l'équation de réaction, on voit qu'il y a formation de H+, puisqu'il est du côté des produits. Donc, si les H+, augmentent, bah, on s'attend à une diminution du pH. Et puis ensuite, on voit que l'absorbance à 429 nanomètres diminue. Si on regarde les couleurs complémentaires, bah, ça veut dire qu'il va y avoir une diminution de l'intensité de la coloration jaune-vert. Et on voit que l'absorbance à 480 augmente, ce qui correspond, si on regarde sur le cercle chromatique, oui, alors je donne directement la couleur complémentaire, ça serait une augmentation de la coloration orange. Voilà, j'imagine que c'est ça qui était attendu. Là, je vous ai donné directement les colorations en prenant la couleur complémentaire sur le cercle chromatique. Évidemment, à l'écrit, il faudrait rédiger un petit peu plus en disant que à 429, on absorbe dans telle couleur, et donc la couleur complémentaire, c'est la coloration. Bref, je ne vous refais pas le topo, hein, j'essaie de ne pas passer trop de temps là-dessus, et donc on passe à la question 38. Alors, on nous dit que le complexe fait intervenir deux liaisons ALO, et sans utilisation des calculs de chimie quantique, on aurait pu proposer d'autres structures. Proposer une autre structure concevable comprenant deux liaisons et faisant intervenir deux molécules d'alizarine, et justifier pourquoi cette forme est moins probable. Ok, bah écoutez, donc question 38, bah, ce qu'on va considérer, c'est qu'en fait, on aurait seulement un alcoolate à chaque fois qui va venir, enfin un phénolate pour chaque alizarine qui va venir se lier. Moi, je propose une structure en prenant le phénolate le plus acide, conformément à ce qu'on a fait plus tôt dans le sujet. Donc voici la structure que je propose. Donc on a ici effectivement un aluminium qui est bien lié aux deux phénolates ici. On n'oublie pas la charge plus globale du complexe. Et puis au niveau des arguments, il y a plusieurs choses à voir dans la thermo, parce qu'en gros, la formation d'un complexe est d'autant plus grande que la constante d'équilibre est grande. Et la constante d'équilibre, on sait qu'elle est reliée au delta Rg standard. D'accord ? Donc en gros, je peux me dire que plus un delta Rg standard est négatif, plus c'est favorable. Mais le delta Rg standard, je rappelle que il y a un terme enthalpique, le delta RH standard, qui est lié plutôt aux énergies de liaison, et il y a un terme anthropique, le moins T delta RS standard. Du point de vue enthalpique, il n'y a pas de différence entre le complexe C et ce complexe-là, puisque les liaisons formées, donc pour le terme enthalpique, ici, j'ai deux liaisons oxygène-aluminium, donc pour moi, pas de différence entre les deux complexes. Donc en fait, c'est dans la contribution anthropique qu'on va aller chercher la différence. Et donc effectivement, il faudrait écrire une équation de réaction, mais pour la formation de ce nouveau complexe, tiens, on n'a qu'à l'appeler C', celui-là, eh bien l'équation de réaction, ça serait 2AH2 cette fois-ci, plus Al3+, qui donnerait le complexe C' plus 2H+. Et donc on voit que par rapport à l'équation de réaction précédente, ça consomme 2 AH2 et pas 1 AH2. Or, si on néglige les effets de solvatation, etc., bref, il y a des hypothèses, mais ça ressemble en fait à une analyse d'effet chélate, ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est simplement de dire que la réaction qui consomme le plus de molécules en net, ça veut dire ici, je passe de 3 entités à 3 entités, versus pour le complexe C, je passe de 2 entités à 3 entités. Et donc celle-ci est anthropiquement moins favorable par rapport au précédent. Donc anthropiquement moins favorable que, je réécris l'équation, l'autre c'est AH2 plus Al3+, qui donne le complexe C plus 2H+. Donc on voit que si je fais
Pour celle-ci, si je fais la somme des coefficients stoichiométriques algébriques, j'ai plus 1. Ça veut dire que je passe de 2 entités à 3 entités. Donc en net, j'ai gagné une entité. Alors que pour celle-ci, la somme des coefficients stoichiométriques algébriques vaut 0. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de variation du nombre d'entités. Or, plus il y a d'entités microscopiques, plus il y a de désordre moléculaire, je mets des guillemets, plus delta RS standard a des chances d'être grand. Et plus delta RS standard est grand, plus delta RG standard est petit, parce qu'il y a un moins. Et donc plus K standard est grand. Et donc voilà comment, comment dire, enthalpiquement, les deux réactions sont équivalentes, mais entropiquement, c'est la formation du complexe avec une seule molécule d'alizarine qui est favorable. Voilà pour cette question, et donc on passe à la question 39. Bon, alors la question 39, on vous parle du point isobestique, caractéristique de l'existence d'un équilibre unique entre deux espèces absorbantes. On considère réactif d'un produit, et avec R initialement présent, bref, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure un petit peu, montrer que dans ce cas, un point isobestique apparaît pour les longueurs d'onde pour lesquelles un paramètre à préciser est le même pour les deux composés. Donc finalement, un point isobestique, c'est le point où toutes les courbes se croisent sur la figure 10. Donc c'est le point, finalement, c'est le point tel que les coefficients d'absorption molaire sont égaux. Donc le point isobestique. Donc je l'ai dit, c'est le point où toutes les courbes se croisent. Mais donc on peut dire qu'il est tel que epsilon R est égal à epsilon P. On peut le démontrer vite fait. Parce que du coup, si j'écris l'absorbance un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, vous voyez, je vais dire que c'est L facteur de... Je vais donc avoir epsilon R concentration en R plus epsilon P concentration en P. Et puis, on va simplement dire que... pardon. Oui, voilà. Je peux les exprimer exactement comme j'ai fait tout à l'heure avec un avancement. Donc, C0 moins X et X. OK. Et finalement, ça va être quand A est constante. Alors, regardez, si je l'explicite, ça veut dire que j'ai epsilon R, C0. Ça, c'est le même travail que ce qu'on a fait tout à l'heure. OK. Non, c'était epsilon P moins epsilon R fois X. Voilà. Or, sur la figure, on voit que le point isobestique, c'est le point tel que A égale constante. OK. Donc, au point, je vais noter iso B, on a l'absorbance qui est égale à constante. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas de X, en fait. Donc, c'est forcément epsilon P qui est égal à epsilon R, puisque je veux annuler ce terme-là. D'accord ? Et ainsi, l'absorbance en ce point n'est pas dépendante de X. Voilà, tout simplement. Et donc, nous pouvons passer à la question 40. Justifier qualitativement à l'aide d'un schéma pourquoi un point de ce type existe en général dès que les composés R et P n'ont pas la même longueur d'onde d'absorption maximale. Bon, ça, c'est assez simple à montrer. Donc, je le fais un main levée comme ça. Mais si je fais ici l'absorbance en fonction de lambda, je vais considérer du coup deux espèces R et P qui ont des spectres d'absorption avec des lambda max différents. Donc mettons, je vais mettre en jaune, pour le réactif par exemple, j'aurai ça. Ça c'est le spectre de R. Et puis le spectre de P par exemple qui serait comme ça. Je fais un peu n'importe quoi. Mais on voit que nécessairement, si je considère comme ça des spectres simples avec un maximum d'absorbance, il est vraiment moche celui de P que j'ai fait, je suis désolé. Hop, on va faire un truc un peu comme ça. Je suis désolé, c'est pas beau. Évidemment, faites des belles figures à l'écrit, c'est important. Mais du coup, je prolonge un peu mon axe ici pour que ça ressemble à quelque chose. Mais bref, l'idée, c'est que on a forcément un point de croisement ici, si j'ai deux espèces. Donc là, j'ai le point isobestique avec une longueur d'onde lambda 0 pour laquelle, en ce point-là, je vais avoir epsilon R à la longueur d'onde lambda 0 qui est égal à epsilon P à la longueur d'onde lambda 0. Et donc, on va regarder la question 41 qui va permettre de compléter ça. Donc, dans la question 41, on nous dit, en adaptant le schéma de la question 40, montrer que la justification évoquée ne se généralise pas à trois espèces. Oui, effectivement, déduire la présence d'au moins un tel point caractéristique. En déduire que la présence d'au moins un tel point est caractéristique d'un équilibre unique. Effectivement, si je rajoute une courbe, je vais la mettre en bleu, tiens. Je vais mettre une espèce C qui, par exemple, ferait ça. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de point d'intersection des trois courbes. C'est-à-dire que je peux avoir un point isobestique entre... je vais l'appeler C, peu importe.
entre C et R, je peux avoir un point isobestique entre C et P, mais il n'y a pas un point, si j'ai 3 espèces, il n'y a pas de point isobestique, d'accord? Ça fonctionne que pour 2 espèces, et donc qui sont en équilibre l'une avec l'autre. Donc en fait, pas de point isobestique à 3 courbes, puisqu'il n'y a pas de point d'intersection. Donc quand on a un unique point isobestique, eh bien c'est caractéristique d'un équilibre entre 2 espèces. Voilà. On passe maintenant à la question 42 pour conclure. On nous demande ici de conclure donc dans le cas de la complexation étudiée en donnant l'équilibre impliqué. L'équilibre impliqué, du coup, ici nécessairement, comme on a un équilibre avec une seule espèce, c'est directement AH2 avec L3+, comme on l'avait dit, qui donne le complexe C, plus 2H+, puisque sinon on pourrait avoir effectivement plusieurs formes simultanément. Voilà, bon, je trouve que la question 42 finalement est redondante avec ce qui était fait avant. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait quelque chose de plus à dire pour valoriser sa réponse? Moi, bon, voilà, je trouve que c'est juste une question peut-être pour que le candidat fasse une petite phrase de conclusion. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je pense jamais à le dire, mais j'ai une page Tipeee, si jamais il y en a qui veulent aussi soutenir ce travail en faisant un petit don, parce que je rappelle que bon, comme tout ce que je mets sur YouTube, ici c'est du bénévolat. Voilà, je sais que c'est habituel, mais si certains ont envie de participer, sachez que vous le pouvez, mais sans obligation aucune. Mais par contre, si vous voulez soutenir sans que ce soit financier, un petit commentaire, un petit remerciement, dites-moi ce que vous en pensez, un petit partage, tout ça, vous savez, ça aide toujours. Dites-moi, est-ce qu'il faut que je continue pour les questions pédagogiques? Je vais aussi y réfléchir de mon côté. Et surtout, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'essaie de trouver un compromis pour que ça aille assez vite tout en traitant un grand nombre de questions. Dites-moi également si ça vous convient. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne préparation, un bon travail et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!